Troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. Elle est dense aujourd'hui, vous le savez, avec les auditions qui reprennent. Et c'est Alexandre Benalla qui sera auditionné cet après-midi par les sénateurs. C'est les titres de cette actualité ce matin, évidemment. Saveria, bonjour. Bonjour à tous. C'est l'actualité de la journée au Sénat. L'audition d'Alexandre Benalla devant les sénateurs, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, est attendu à 14h par la commission d'enquête. Les sénateurs vont s'intéresser à l'obtention et à l'utilisation des passeports diplomatiques par Alexandre Benalla, des faits pour lesquels il est mis en examen. Dans ce contexte, certaines voix commencent à demander à entendre Emmanuel Macron dans cette affaire Benalla. Pour certains constitutionnalistes, rien n'empêcherait cette audition, malgré le statut du chef de l'État. On en parle avec mon invité, le sénateur Jérôme Durain. Et puis le grand débat, il se poursuit désormais à partir d'aujourd'hui sur Internet, un site où vous pouvez déposer vos contributions selon le gouvernement. 600 débats ont déjà été déclarés, une centaine ont déjà eu lieu. L'opposition, elle accuse Emmanuel Macron de faire campagne aux frais de l'État. Voilà, c'est l'actualité de la journée au Sénat. L'audition d'Alexandre Benalla devant les sénateurs, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, est attendue à 14h par la commission d'enquête. Les sénateurs vont s'intéresser à l'obtention et à l'utilisation des passeports diplomatiques par Alexandre Benalla, alors qu'il n'était plus au service du palais présidentiel, des faits pour lesquels il est mis en examen. Les explications d'Alizé Boissin. Une deuxième audition et encore beaucoup d'interrogations pour les sénateurs. D'abord, sur la possession de passeports de service. Alexandre Benalla aurait utilisé un faux document pour les obtenir. C'est ce qu'a affirmé le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, lors de son audition mercredi par la commission d'enquête. M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée à en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Quand on a vu ce document, bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Autre question, l'utilisation de 2 passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée en juillet. Alexandre Benalla affirmait en septembre les avoir laissés dans son ancien bureau. Pourtant, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron aurait effectué une vingtaine de voyages entre août et décembre 2018. Des déplacements au Tchad ou encore au Cameroun pour rencontrer de hautes personnalités. S'il avait utilisé simplement le passeport par commodité pour passer des vacances à l'île Maurice, pas de problème. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. Enfin, Alexandre Benalla aurait négligé de rendre son téléphone sécurisé, un oubli qui rajoute une nouvelle zone d'ombre. Mis en examen vendredi, l'ancien monsieur sécurité de l'Élysée pourrait se cacher derrière le secret de l'instruction pour éviter de répondre à toutes les questions de la commission d'enquête. Son président Philippe Bas et ses rapporteurs, eux, entendent bien continuer de lever les doutes sur cette affaire. Voilà, nous sommes dans le Territoire Sénat, troisième partie de l'émission, l'actualité parlementaire et politique. Et tout de suite, dans un instant, l'œil 2. Et c'est Tam Trannuy, journaliste à Public Sénat. Et c'est son œil aujourd'hui. Bonjour Tam, merci d'être là. Bonjour Cyril. Bonjour Tam, une nouvelle fois, toutes les caméras vont être braquées aujourd'hui vers le Sénat. Et oui, l'affaire Benalla, que dis-je, la série Benalla continue à beaucoup intéresser les médias. On se rappelle qu'en septembre dernier, il y avait eu 150 journalistes accrédités pour l'audition d'Alexandre Benalla. Eh bien cette fois-ci, on ne va pas en être loin. Déjà hier soir, il y avait une centaine de journalistes prévus. Il y a encore toute la matinée pour s'inscrire. Une attention médiatique qui contraste bien sûr avec ce qui s'est passé ces derniers mois. La commission d'enquête du Sénat a travaillé pendant 2 mois dans la discrétion entre octobre, décembre. Beaucoup de médias d'ailleurs se disaient que ces conclusions allaient intervenir à contretemps au moment où l'opinion ne s'y intéresserait plus. Et bien là, voilà qu'avec l'affaire des passeports diplomatiques, la revoilà sous le feu des projecteurs. C'est d'ailleurs une dernière ligne droite en fanfare pour les sénateurs qui ont seulement, je le rappelle, jusqu'au 23 janvier pour faire des auditions sous le statut de commission d'enquête, c'est-à-dire que les personnes auditionnées doivent prêter serment. Alors Alexandre Benalla est mis en examen pour l'utilisation indue de ces passeports diplomatiques. Est-ce que ça change quelque chose pour l'audition justement ? Finalement,
pas tant de choses que ça. On se retrouve peu ou prou dans la même situation que lors de l'audition du 19 septembre dernier. À l'époque, Alexandre Benalla était déjà mis en examen pour son interpellation musclée d'un couple de manifestants le 1er mai, place de la Contrescarpe. Et les sénateurs avaient quand même pu l'interroger sur son statut au sein de l'Élysée. Était-il le garde du corps ou non d'Emmanuel Macron? Pourquoi avait-il un permis de port d'armes, etc. Cette fois-ci, les sénateurs, ils vont continuer à dire qu'ils s'en tiennent au strict fonctionnement de l'État. Ils vont pouvoir interroger Alexandre Benalla pour comprendre comment il a pu garder ses passeports diplomatiques alors même qu'il avait été limogé. Reste qu'Alexandre Benalla pourra se retrancher derrière le secret de l'instruction, le secret de la défense pour choisir de répondre ou non à certaines questions des sénateurs. Mais c'est comme au mois de septembre. Alors, les sénateurs vont aussi demander des comptes à Alexandre Benalla par rapport à certaines affirmations lors justement de sa première audition. Oui, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir attendre des confrontations bien musclées. En septembre, Alexandre Benalla avait déclaré qu'il avait laissé dans son bureau ses fameux passeports diplomatiques après son limogeage. Une affirmation qui a été complètement contredite depuis, notamment la semaine dernière, par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strodin, qui l'a complètement lâché, et pour qui Alexandre Benalla est clairement parti avec tous ses passeports. Là, les sénateurs attendent de voir si Alexandre Benalla va confirmer ce qu'il a dit en mois de septembre ou s'il va se rétracter. C'est vraiment sur ce point que l'on attend le plus d'éclaircissements. Et dans ce cas, on pourra juger ou non s'il y a parjure et est-ce que le Sénat va saisir la justice? Il y a déjà certains membres de la commission d'enquête qui jugent qu'il y a très clairement eu parjure, qu'il faut saisir la justice. Beaucoup se sentent baladés. Ils se disent que la question, ce n'est même pas tant quand est-ce qu'Alexandre Benalla a dit des mensonges, mais quand est-ce que même il a dit parfois la vérité. Mais les rapporteurs, le président de la commission d'enquête, eux, sont restés jusqu'ici très prudents. Ça sera d'ailleurs aux rapporteurs de transmettre les éléments au procureur de la République, le cas échéant. Ils attendent bien, cette deuxième audition d'Alexandre Benalla pour prendre leur décision. Dernière question très rapide. Qu'en sait-on sur la remise du rapport, puisque la commission d'enquête se termine le 23 janvier? La remise du rapport, elle interviendra dans les semaines qui vont suivre les dernières auditions. Les auditions, elles se terminent le 23 janvier, mais après, on peut encore travailler autant qu'on veut sur les pièces. Les sénateurs peuvent encore même demander des éléments. Ils peuvent même poursuivre leurs auditions sous le statut de mission d'information, donc sans serment. Donc on peut encore travailler. Merci Tam Tranuy. Et on rappelle sur notre antenne Canal 13 de la TNT, à partir de 14h, la retransmission de cette audition d'Alexandre Benalla. Vous y serez bien sûr. Tout de suite, c'est le face-à-face dans un instant. Un face-à-face avec Saveria Rojek et Jérôme Durin, le sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, Jérôme Durin. Merci. Bonjour Jérôme Durin, vous êtes membre de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. On peut s'attendre à quoi tout à l'heure lors de l'audition d'Alexandre Benalla? Est-ce que tout d'abord, il peut décider de garder le silence? Oui, pas parler. Oui, en a-t-il l'intention? Y a-t-il intérêt? Dans la mesure où il se rend à notre invitation, à notre convocation, je crois que l'intérêt pour lui, c'est plutôt de saisir l'opportunité pour clarifier les choses qui peuvent l'être hors procédure judiciaire. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à clarifier. Alors, Alexandre Benalla mis en examen pour l'utilisation de ses passeports diplomatiques. Résultat, en vertu de la séparation des pouvoirs, vous ne pouvez pas l'interroger sur ces faits, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a un exercice qui est très contraint et qui est finalement de plus en plus contraint, puisqu'on entre un peu dans l'entonnoir avec la procédure qui a été ouverte, la première, la deuxième en fin de semaine dernière. Notre travail est limité aux questions d'organisation de l'Élysée, mais c'est finalement les questions qui sont les plus importantes. Au fond, il y a une affaire qu'on ne commentera pas. Et puis, il y a ces révélations, les unes après les autres, qui prouvent que ça fonctionne mal. Comment vous allez concrètement gérer cette ligne de crête, c'est-à-dire de ne pas lui parler, de ne pas l'interroger sur ce qui lui est reproché judiciairement? C'est-à-dire que ce que nous, on a à comprendre, c'est dans le droit fil des auditions qui ont déjà eu lieu dans l'été ou à l'automne. C'est-à-dire comment fonctionne cette machine élyséenne. Comment des gens qui viennent par la bande peuvent-ils prendre une telle place dans une organisation qui est très structurée? Ce qui était patent la semaine dernière, c'est Patrick Strodin, son embarras, sa gêne, ce haut fonctionnaire qui est gêné
de devoir assumer un tel bazar d'une certaine manière et de voir que au sommet de l'État, il y a de la place pour des situations un peu interlopes. C'est quand même étonnant. Jérôme Durain, précisément sur la question des passeports, est-ce que vous jugez qu'il y a parjure? Est-ce que le Sénat va saisir la justice? On verra ce qu'on décide à la fin. Moi, je pensais, comme beaucoup d'autres sénateurs, que nous touchions à la fin de notre travail et puis que tout ça allait finir gentiment, qu'on allait produire un rapport, une nouvelle série de révélations, une désorganisation manifeste des passeports qui ont été rendus et qui n'ont pas été rendus, qui sont multipliés par 2. Il y en a 4. 20 voyages organisés avec ces passeports, sans que personne ne trouve à y redire, sans que les ministres eux-mêmes n'interpellent la justice tout de suite. Donc il y a beaucoup de questions à poser. Le parjure, on verra après. On va déjà essayer de comprendre comment tout ça s'est organisé. La commission d'enquête doit arrêter ses travaux le 23 janvier. Est-ce que vous souhaiteriez qu'elle continue ses travaux au-delà? On verra. Le président Bas nous a fait un point en commission des lois la semaine dernière en n'interdisant pas que nous puissions continuer à travailler. On a une contrainte. Mais il y aurait de quoi? Vous avez envie d'auditionner d'autres personnes? Je crois quand même que les faits sont lourds, que nous avons besoin de trouver des réponses, mais qu'on touche quand même à quelque chose qui s'épuise tendanciellement. C'est-à-dire qu'on va finir par avoir fait le tour de cette affaire, donc on pose les dernières questions et puis on passe à autre chose. Que pouvez-vous nous dire sur le rapport final? Quand va-t-il être publié? Écoutez, je pense que c'est une affaire de quelques semaines. Si on s'arrête dans les jours qui viennent, le but du jeu pour nous, c'est de produire quelque chose qui soit assez clair et qui permette d'éclairer la situation. Et qui permette d'éclairer le débat démocratique plus largement au-delà de l'affaire Benalla. Dans ce contexte, certaines voix commencent à demander à entendre Emmanuel Macron sur cette affaire Benalla. Pour certains constitutionnalistes, rien n'empêcherait l'audition du chef de l'État devant la commission d'enquête. Je vous propose de regarder ce sujet de Flora Sauvage. Le Sénat doit-il auditionner le chef de l'État dans l'affaire Benalla? C'est le point de vue du député de la France Insoumise, Éric Coquerel. Il y a tellement d'incohérences que c'est ça qu'il faudrait faire pour connaître la vérité. Et j'espère que le Sénat va le réclamer d'ailleurs, même si je sais que le chef de l'État n'est pas obligé de venir, mais il pourrait venir de son propre chef clarifier cette situation. Dans les faits, les sénateurs peuvent-ils auditionner Emmanuel Macron? Selon l'article 67 de la Constitution, le président de la République ne peut pas être entendu ni devant une juridiction, ni devant une autorité administrative indépendante au nom de la séparation des pouvoirs. Or, une commission d'enquête n'est ni l'une ni l'autre. Rien dans la Constitution n'interdit d'auditionner le président de la République en tant que responsable de l'administration de l'Élysée. Mais les sénateurs de La République En Marche s'opposent catégoriquement à cette idée. Et moi, j'ai fait confiance à la justice pour faire en sorte que la vérité ou que les exactions soient révélées et qu'elles soient sanctionnées. Malgré la volonté de certains de demander au chef de l'État de rendre des comptes dans l'affaire Benalla, il semble toutefois peu probable qu'il soit auditionné par la commission d'enquête. Jérôme Durain, est-ce que vous demandez à entendre Emmanuel Macron? Non. Moi, je n'y suis pas favorable. Pourquoi? Parce qu'il me semble que le chef de l'État, il doit rendre des comptes politiquement sur une situation dont l'affaire Benalla n'est qu'un des éléments. Il ne doit pas rendre des comptes sur la protection dont aurait bénéficié Alexandre Benalla à l'Élysée? Ce sera dans le rapport final. C'est une question d'organisation des services de l'Élysée, mais plus largement, c'est une question démocratique. C'est quoi les contre-pouvoirs dans notre pays aujourd'hui? Quelle est la place du Sénat? Quelle est la place des médias? Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'on a besoin d'avoir des gens qui viennent endiguer la toute-puissance de l'exécutif? Et est-ce que ce président, politiquement, a compris les erreurs qu'il a faites? Moi, j'en suis pas sûr. C'est bien de faire des shows devant des maires pendant 6-7 heures, faire assaut d'intelligence et d'éloquence. On ne doute pas qu'il n'en soit pas capable. Mais est-ce que il est capable d'empathie? Est-ce qu'il est capable de respecter les contre-pouvoirs? On a parlé beaucoup de pouvoirs des corps intermédiaires. C'est ça dont on a besoin. C'est d'une presse forte, libre. C'est d'un Sénat, par exemple, qui fait son travail avec la commission Benalla. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron évoque une transformation, ou en tout cas demande aux Français de réfléchir à une transformation du Sénat. Pourquoi, selon vous, il cible le Sénat de cette façon? Parce qu'il le trouve trop menaçant, trop indépendant? Parce que je crois qu'il est sur cette pente facile
de la critique des élus. On se souvient de la conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017. Il y avait trop d'élus en France. Alors là, évidemment, devant les maires, maintenant, il n'est plus question de cela. Le Sénat, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous sommes indépendants. On n'est pas dans les turbulences médiatiques. On n'est pas obligé de faire campagne en permanence, nous. Parce que le système électoral nous permet d'être indépendants de tout ça. Donc je pense qu'effectivement, c'est gênant. Et la commission Benalla, à l'Assemblée nationale, elle est assez discrète. C'est ici que ça se passe. Donc je comprends que ça puisse gêner le président. En effet. Vous évoquez les grands débats. J'aimerais qu'on écoute Hervé Morin, un extrait de l'interview d'Hervé Morin, qui était notre invité à l'instant, le président des régions de France, justement sur l'issue de ce grand débat. Très clairement, il y a une fracture gigantesque entre le chef de l'État et les Français. J'ai jamais entendu des compatriotes s'exprimer ainsi en parlant du président de la République, avec une violence incroyable, et pas simplement des gilets jaunes et des plus réfractaires. Et donc il y a un immense travail de reconquête, parce que s'il n'y a pas les éléments de la confiance, il sera compliqué. Et comment ça y arriver là ? Ouais, enfin, il y a du chemin. Et puis, il va falloir... il ne faut pas d'erreur, il ne faut pas heurter à nouveau, il ne faut pas mépriser à nouveau par une mauvaise formule. Donc, il y a un chemin gigantesque. Et puis, au bout du compte, il y a surtout le mois d'avril, c'est-à-dire le moment où il faudra faire la synthèse de tous ces débats, de toutes ces propositions, avec des contradictions absolument gigantesques. Et là, le risque, c'est d'être déceptif, en sachant qu'il faudra aussi un geste politique qui signifiera le tournant du quinquennat. Est-ce que c'est un changement de gouvernement ? Est-ce que c'est le retour devant les électeurs pour l'Assemblée nationale ? Jérôme Durain, ce grand débat, vous y croyez ? Peu. J'y crois peu. Mais nous avons la responsabilité d'être responsables pour tous, donc de s'investir, parce qu'il y a une attente, parce que la situation du pays est très inquiétante. Mais la façon dont le débat est posé, les questions très fermées, les lignes rouges qui ont été fixées, cette espèce d'exercice très centralisé, très orienté autour de la personne même du président de la République, n'est pas de nature à donner des résultats probants. Vous pensez que la traduction législative dont parle justement Hervé Morin à l'issue du grand débat, elle est nécessaire ? Il y aura de toute façon. Vous la demandez, vous ? Il y a besoin d'une sortie politique. C'est quoi la sortie politique ? J'ai quand même le sentiment qu'on nous amuse avec ce grand débat. Moi, je m'y associerai là où je peux, mais on nous amuse. Les questions sont faites pour valider à nouveau ou revalider le programme présidentiel et l'action de l'exécutif. Et pendant ce temps-là, on voit bien que l'insatisfaction, elle perdure. Les gens ne sont pas contents, parce qu'au fond, les petites phrases, elles ont repris. Les pauvres qui déconnent, les chômeurs qui ne veulent pas prendre travail, c'est reparti. Donc au fond, le président, je crois, n'a rien compris. Et ça va, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va se retrouver dans l'impasse et il faudra bien une solution. Alors, la sortie politique, c'est un référendum ? Ça peut être un référendum ? Les référendums, vous suivez l'actualité britannique, c'est pas sans conséquence, et ça produit pas toujours ce qu'on souhaite. Donc il y a des sujets qu'il faut traiter. Nous, on a proposé, vous l'avez vu avec les parlementaires socialistes, un référendum sur l'ISF. C'est un sujet, ça, la répartition des richesses. C'est un sujet mondial et qui est posé partout. C'est la une de Libération ce matin. Donc la question fiscale, par exemple, elle mérite qu'on s'y intéresse. Le référendum, pourquoi pas, à condition qu'on ne soit pas sur des questions favorables à l'exécutif et qui viennent servir sa cause. Vous jugez qu'on est au bout de la crise des Gilets jaunes, malgré la mobilisation encore importante samedi dernier ? Peu importe, c'est pas ce qui compte. Que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit c'est quand même ce qui compte. Quand il y a des manifestations chaque samedi en France, ça compte. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder que les samedis, il faut regarder la Côte d'Amour du président de la République, il faut regarder l'état de l'opinion. Et ce qui compte au fond, c'est que beaucoup de Gilets jaunes qui sont rentrés chez eux ne sont pas satisfaits pour autant. Le mouvement demeure élevé dans sa participation, élevé dans son soutien, très élevé, plus que d'autres types de manifestations d'ailleurs. Et puis il y a tous ceux qui sont rentrés chez eux et qui considèrent qu'aucune réponse n'a été apportée. Donc vous pensez que la mobilisation forte peut repartir, les violences peuvent repartir ? Violence ou pas violence, mais en tout cas, il y a une colère. Il y a une colère qui, me semble-t-il, n'est pas éteinte et qui peut rejaillir très vite. C'est pour ça que le grand débat, la façon dont il va être conduit et les suites qui seront données, c'est important. Et si l'exécutif ne donne pas un signal disant on a compris, on va amodier les choses, on va changer un peu de ligne, alors on aura... Vous n'avez pas le sentiment que c'est ce qu'il fait l'exécutif justement avec ce grand débat ? Non, je pense qu'il y a quand même beaucoup de communication, malheureusement.
Beaucoup trop de communication. Est-ce que l'exécutif, dernière question, peut encore réformer aujourd'hui? Ça me paraît difficile. Si réformer, c'est passer en force, ne pas écouter les corps intermédiaires, dire c'est comme ça, c'est pas autrement, nous avons été élus en 2017, tout ce qu'on a entendu, et le président est le meilleur, alors ça ne marchera pas. Par exemple sur la question de la fiscalité, par exemple sur la question de l'ISF, l'exécutif serait bien avisé de nous écouter. Merci. Merci Jérôme Durand. Une question. Patrick Kanner et les sénateurs socialistes vont recevoir Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, dans quelques jours. Est-ce que vous voyez comme chef de file du Parti socialiste, peut-être candidat au présidentiel? Vous le souhaitez, vous, le retour de Bernard Cazeneuve? Écoutez, les sénateurs socialistes reçoivent beaucoup d'anciens responsables. C'est un des noms, une des figures que nous allons recevoir. Il aura sans doute un rôle à jouer comme d'autres. Merci beaucoup Jérôme Durin, sénateur socialiste de Saône-et-Loire, d'avoir été notre invité. On va passer à l'agenda, un agenda qui est consacré aujourd'hui au Sénat Savaria, uniquement à Alexandre Benalla et à cette audition. Bien sûr, la grande actualité à suivre sur notre antenne aujourd'hui, c'est l'audition d'Alexandre Benalla à 14h devant la commission des lois. Vous pourrez suivre en intégralité cette audition, décryptage, analyse dès 13h30 en direct sur notre plateau. Et puis à 15h30, audition de Vincent Kras, le chef d'escadron de la gendarmerie nationale. Poursuivez également dans cette affaire. Les sénateurs auront beaucoup de questions, notamment sur ce document Corée falsifié. Alexandre Benalla pour obtenir un nouveau passeport à accusation en direct de Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Les travaux de la commission d'enquête doivent s'arrêter le 23 janvier. Voilà, et on rappelle l'audition d'Alexandre Benalla en direct sur cette antenne. Absolument, c'est à 14h à l'antenne. Voilà, on passe maintenant à la revue de presse dans un instant, et tout de suite. Et Toulouse qui a la fièvre jaune, et c'est à la une de la Dépêche du Midi, le grand quotidien d'Occitanie. Avec 10 000 manifestants samedi, mobilisation record à Toulouse, un appel à converger avait été lancé sur les réseaux sociaux. Une figure emblématique du mouvement, Maxime Nicole, Flyrider, est venu pour l'occasion. Toutes les agences bancaires de la rue commerçante d'Alsace-Lorraine ont été dégradées, ainsi que la façade du Capitole où a été tagué Macron-Bolsonaro non, en référence au président brésilien d'extrême droite. Samedi, 40 personnes ont été interpellées. Elles s'ajoutent aux plus de 300 personnes déjà recensées par le parquet de Toulouse depuis le début du mouvement. À lire ce matin, l'interview de Jean-Luc Moudinque. Pour le maire de Toulouse, les manifestants organisent la casse sociale. La facture des dommages s'élève désormais à 3,5 millions d'euros. C'est le cas pour beaucoup de régions. Hervé Morin nous en a parlé ici sur ce plateau tout à l'heure. C'est le Brexit. La région joue gros et c'est à la une de Sud-Ouest et c'est la Nouvelle-Aquitaine dont il s'agit. Le 29 mars, le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Un Brexit qui aura des conséquences sur l'économie du Sud-Ouest. Dans la région résident énormément de ressortissants anglais. Parallèlement, le gouvernement britannique lance aujourd'hui une application mobile sur laquelle les résidents européens installés au Royaume-Uni peuvent effectuer leurs demandes pour rester dans le pays après le Brexit. Près de 3,5 millions de citoyens européens vivent actuellement au Royaume-Uni. Et à la une de l'Est éclair, le lycée 4.0 qui coince au démarrage malheureusement. Le lycée 4.0, c'est le programme de développement numérique dans les établissements du Grand Est. Il connaît des ratés dans les lycées précurseurs. Un moratoire a même été demandé. Se passer des traditionnels manuels papier, se tourner vers les ressources numériques pour tous les élèves d'un même établissement. C'est le sens de ce projet, lycée 4.0, que la région a initié en 2017 et ça compte aujourd'hui 111 lycées dans le Grand Est. Problème, ça coince, reportage à lire dans votre édition de l'Est éclair. Et à la une de l'Union de Reims, ce sont des caméras contre la délinquance ce matin. De plus en plus de maires de communes rurales investissent dans un dispositif de vidéosurveillance pour obtenir un effet dissuasif contre la délinquance. Ce sont des yeux qui scrutent le village 24 heures sur 24, explique le maire de Vivez, une commune de 708 habitants démunis face aux incivilités commises dans leur village. De plus en plus d'élus misent donc sur ces caméras de vidéoprotection. Et on termine avec une cyberattaque géante à la une de l'Alsace. Cyberattaque. Une cyberattaque contre des jeux vidéo. 2 cyberattaques ont touché l'Esport Show. C'est le rassemblement des meilleurs jeux vidéo. C'était ce week-end à Colmar. Jusqu'à 21h environ, potentiellement tous les clients
ont pu constater des ralentissements, des coupures de connexion. En revanche, attention, aucune donnée personnelle n'a été corrompue ou dérobée. C'est ce qu'affirment en tout cas les organisateurs. Merci Saveria. On vous retrouve demain dans notre émission pour la revue de presse et l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Ouh là là, vous allez voir, ça se refroidit beaucoup. Dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes, ça nous fait réaugmenter les moyennes. Et ensuite, c'est le zapatin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. À l'image de Fidel Castro, qui discourait pendant 7 heures d'affilée, M. Macron a fait son show, volontairement entouré d'élus saints de bleu, blanc, rouge, triés sur le volet, tout ça. L'image était propre. Moi, j'en peux plus, moi, des débats, des assises. Dans ma vie publique, j'en ai traversé. Bon. Comme celui-là, c'est inédit. Oui, c'est inédit dans le sens de la quantité, puisque l'objectif est de dépasser Fidel Castro, faire des débats qui durent 6h30. C'est étrange de démarrer un débat national par un monologue de 6h30. Hein, je vous assure, ça existe dans d'autres pays. Et en général, c'est très mal vu quand on est démocrate. Et pourtant, il paraît, quand on regarde les sondages, que c'est le début d'une opération reconquête pour le président de la République. On a l'impression qu'il recommence une élection présidentielle. Il faut dire que la chute est particulièrement sévère. Il a quand même répondu à toutes les questions. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ouais, impressionnant. Ouais, là, il n'a rien laissé de côté, même les questions... Même si on n'aimait pas Macron. Voilà, on est obligé de dire qu'il est quand même très fort. L'exercice en soi d'Emmanuel Macron avec les maires, il est intéressant, il peut même être bon. La question, c'est pas de savoir s'il a été bon ou mauvais. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'a jamais été aussi bon que dans la séduction. Mais je ne veux pas non plus réduire ces échanges qu'à de la séduction. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation narcissique. Le président de la République a essuyé des colibés, des critiques, des sifflets, sa popularité a baissé. Il a besoin certainement de restaurer sa propre confiance. Et quels seront les grands sujets? Je pense, les grands débats aujourd'hui dans le pays. On a tous compris, et moi, le premier qui vit dans le département de la Drôme, moi je comprends la souffrance. Son entourage et les militants de La République En Marche en ont pris plein la figure au cours des derniers mois. Je pense qu'ils ont aussi besoin, eux aussi, d'être galvanisés par leur chef. Ça devient une tournée électorale de M. Macron qui, d'ailleurs, j'espère qu'il sera décomptabilisé des temps de future campagne électorale parce que c'est un peu gros. Je trouve un petit peu gênant cette idée de refaire campagne. Ça pose au passage un problème de financement des campagnes électorales parce que tous les autres partis sont soumis à des règles très strictes. Et là, on a un président de la République qui peut utiliser les moyens de l'État pour finalement faire campagne. Le président de la République choisira à la fin de ces 3 mois, après avoir senti le peuple, ce qu'il retient, et proposera, selon les formules qu'il souhaite, la façon dont il demandera au peuple de choisir définitivement des orientations. C'est une possibilité. Moi, personnellement, je suis gaulliste et je suis toujours très favorable à l'idée que l'on puisse consulter directement le peuple. Même sur les questions fiscales. Moi, je n'ai aucune... Oui, à condition que ce ne soit pas démagogique. Voilà, fin de notre émission. Le programme de la journée sur le canal 13 de la TNT, eh bien, c'est la diffusion par Public Sénat tout à l'heure. Donc, des vœux de territoires unis. Vous savez, c'est Hervé Morin, François Baroin et Dominique Bussereau qui feront leurs vœux. Et c'est à 11h30. C'est également sur le site internet de publicsénat.fr que ce sera retransmis. Et puis, 13h30, la prise d'antenne et 14h, l'audition d'Alexandre Benalla, toujours sur notre antenne, canal 13 de la TNT au Sénat cet après-midi. Voilà, demain c'est Éric Woerth, notre invité politique. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain et bonne journée à tous. Au revoir.